Salut, c'est Eva Carter et aujourd'hui nous voyageons au cœur de Versailles au XVIIe siècle. On l'appelait la véritable reine de France, même si elle n'a jamais été l'épouse légitime du monarque. Madame de Montespan a régné comme favorite officielle pendant 10 ans, devenant la femme la plus éclatante et influente de la vie de Louis XIV. Elle a donné au roi 7 et peut-être 8 enfants, obligeant l'Europe entière à respecter son avis et éclipsant totalement la véritable femme du roi. But how did a woman who had it all, power, recognition, and the king's adoration, end her life in terrifying fear and total isolation? Before we begin our journey through the gilded halls of Versailles, subscribe to the channel and hit that like button so you don't miss our historical investigations. Чтобы понять секрет ее невероятного успеха и последующего падения, нужно для начала хотя бы попробовать выговорить ее имя. А эта задача не из легких, даже для искушенного историка. Полная версия ее имени звучит настолько длинно, что пока произносишь его до конца, можно успеть состариться, а всех завидных фавориток при дворе уже разберут другие претендентки. Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart appartenait à l'une des plus anciennes et nobles dynasties de France. Son nom de famille complet était si long qu'il ressemblait à un train sans fin. Son père, le duc de Mortemart, était célèbre pour son grand sens de l'humour et était un proche confident du roi précédent. Sa mère, à l'opposé, était une femme calme et très religieuse qui passait ses journées à prier pour que son mari volage ne finisse pas dans les flammes de l'enfer. Malgré leurs caractères opposés, Françoise a hérité des meilleurs traits, le légendaire esprit des Mortemart. C'était une façon de parler unique, mêlant éducation, grâce et une ironie sans pitié. Cette intelligence et cette audace naturelle lui ont permis de choisir son propre deuxième prénom, Athénaïs. C'était un clin d'œil direct à la déesse grecque antique de la sagesse et de la guerre, Athéna, ce qui correspondait parfaitement à sa personnalité ambitieuse. À une époque où la mythologie antique était au sommet de la mode, Françoise s'est affirmée comme une femme extraordinaire. Cependant, un esprit vif ne suffisait pas pour prendre place aux côtés du monarque. La vie de château exigeait la perfection selon les critères de beauté sévères du XVIIe siècle, des critères qui pourraient nous sembler très étranges aujourd'hui. Au XVIIe siècle, les critères de beauté prouvaient directement le rang social. Le trait le plus important était une peau d'une pâleur artificielle, signe qu'une femme n'avait pas besoin de travailler sous le soleil brûlant. Les aristocrates protégeaient leur teint avec des ombrelles, car le bronzage était la marque du peuple. Plus étrange encore aujourd'hui, le rapport au corps. Les muscles étaient vus comme un signe de travail physique pénible et étaient strictement interdits. L'idéal était fait d'épaules douces et arrondies, de hanches larges et d'un petit ventre. Même un double menton n'était pas caché. Il était mis en avant comme un symbole de richesse et d'excellente santé. Alors que certains pourraient aujourd'hui comparer injustement son apparence à celle d'une simple travailleuse, pour les gens de son époque, Athénaïs était la perfection. Sa petite bouche, ses boucles châtains et sa peau claire faisaient d'elle la star de la cour. Mais l'apparence seule ne suffisait pas. Il fallait une forme d'esprit spécifique pour tenir des conversations sophistiquées. Possédant toutes ces qualités, à l'âge de 23 ans, elle a épousé le marquis de Montespan. Mais pour une femme aussi ambitieuse, ce mariage n'était qu'une formalité, une couverture pratique avant de commencer la véritable chasse au cœur de l'homme le plus puissant de France. Françoise n'était pas seulement une beauté, c'était une brillante stratège. Une fois arrivée à la cour comme demoiselle d'honneur, elle a vite appris les règles du jeu. Son chemin pour devenir la favorite du roi a commencé par une amitié calculée avec la maîtresse de l'époque, la douce Louise de la Vallière.
Athénaïs est devenue sa plus proche amie et confidente, ce qui lui permettait de rester toujours sous le regard du roi. Elle a attendu patiemment son heure, utilisant chaque occasion pour montrer son intelligence pendant que sa rivale restait en retrait. Le moment idéal est venu lorsque la reine et la favorite officielle étaient enceintes en même temps. Alors qu'elle devait vivre discrètement et éviter les fêtes bruyantes, Athénaïs restait sous les projecteurs. Elle amusait le roi avec des plaisanteries tranchantes et discutait de politique et d'art, devenant une compagne irremplaçable. Louis a fini par réaliser qu'il préférait la compagnie de cette femme brillante à toutes les autres. Le roi fut complètement conquis par son charme et son énergie. Cependant, il restait un gros problème. Le mari d'Athénaïs. Contrairement à ce que tout le monde attendait, ce n'était pas un homme timide et il n'avait aucune intention d'accepter sa situation en silence. Louis-Henri de Montespan, le mari légitime d'Athénaïs, était furieux en apprenant l'infidélité de sa femme. Contrairement à beaucoup d'autres nobles de l'époque, il a refusé d'échanger sa dignité contre des titres ou de l'argent. Sa vengeance fut théâtrale et audacieuse. Il a traversé les rues de Paris dans un carrosse noir décoré de massives cornes de cerf, le symbole universel du mari trompé. Il ne s'est pas arrêté là. Il a organisé de fausses funérailles pour sa femme, disant à ses enfants que leur mère était partie, tenant un service commémoratif et allant jusqu'à dresser une pierre tombale avec les dates de leur mariage. Le roi fut outré par ce comportement et le marquis fut même mis en prison pendant une courte période. Pour calmer les rumeurs, Louis XIV a imaginé une ruse étrange. Il a installé Athénaïs dans des chambres juste à côté de son ancienne maîtresse, Louise de la Vallière. Cela a créé une situation incroyablement tendue où le roi rendait visite à une femme sous les yeux de l'autre. Certains pensaient que c'était une façon de cacher la nouvelle relation, tandis que d'autres y voyaient une méthode délibérée pour blesser son ancienne amante. Schließlich hielt Luise die Demütigung nicht mehr aus und beschloss, den Hof zu verlassen, um in ein Kloster einzutreten. Da der Ehemann neutralisiert und die Hauptrivalin weg war, wurde Athénaïs zur Göttin von Versailles. Für Frankreich begann damit eine Zeit ihrer totalen Kontrolle, die später als das goldene Zeitalter der Montespan bezeichnet werden sollte. Sie hatte den Gipfel erreicht, von dem sie geträumt hatte, und wurde zur einflussreichsten Person am Hof. Athénaïs est devenue l'âme de Versailles, transformant le château en cœur culturel de l'Europe. Cette période est à juste titre connue comme l'ère Montespan. Elle n'était pas seulement la compagne du roi, elle était une puissante protectrice des arts, soutenant des géants comme Molière et Jean de La Fontaine. Son influence allait bien au-delà de la salle de bal. Elle guidait les projets d'architecture et influençait même d'importantes nominations au gouvernement. Mais l'éclat de son pouvoir illimité avait un prix lourd. Durant leur relation de 10 ans, elle a traversé de nombreuses grossesses, donnant naissance presque une fois par an. Cet effort physique massif et le stress constant des intrigues de palais ont commencé à changer sa personnalité. Avec le temps, son esprit célèbre s'est transformé en sarcasme mordant et en accès de rage incontrôlable. Elle tourmentait le roi avec son intense jalousie, provoquant des scandales bruyants et lui rappelant constamment que sa lignée familiale était bien plus ancienne et noble que la sienne. Louis, qui désirait de plus en plus la paix et la stabilité avec les années, a commencé à se lasser de cette tempête émotionnelle constante. Il voulait retrouver une atmosphère de calme et de compréhension, pas un nouveau champ de bataille. While Athénaïs continued to shine in public and fight for the king's fading attention, a quiet and modest figure appeared in the shadows. The most ironic part of the situation is that Athénaïs herself invited this person to the palace,
never imagining that she was making a fatal mistake. She personally brought into the inner circle the woman who would eventually take everything away from her. Cette femme était Françoise Scarron, une veuve modeste que Athénaïs avait engagée pour élever ses enfants. Elle avait 5 ans de plus que la marquise et n'avait pas sa beauté éclatante, mais elle possédait ce dont le roi avait désespérément besoin, une patience infinie et de la douceur. Alors qu'Athénaïs multipliait les scènes de jalousie et réclamait du luxe, la gouvernante des enfants avait des discussions calmes avec Louis sur la morale et la spiritualité. Le roi a commencé à remarquer l'incroyable contraste. Avec l'une, il ressentait une tension constante, mais avec l'autre, il trouvait une paix attendue depuis longtemps. Athénaïs a réalisé la menace trop tard, pensant qu'une simple assistante ne pouvait pas être une vraie rivale. Elle a manqué le moment où le roi a commencé à passer plus de temps avec la gouvernante qu'avec elle. Louis fut si impressionné par la gentillesse de Françoise qu'il lui a donné de l'argent pour acheter un domaine et lui a accordé le titre de marquise de Maintenon. Le pouvoir a commencé à glisser des mains d'Athénaïs pour aller dans celles de la femme qu'elle avait l'habitude de mépriser. Sentant que son temps était compté, Madame de Montespan est tombée dans un désespoir total. Elle savait qu'elle perdait non seulement le cœur du roi, mais toute sa position. Prête à tout pour retrouver son influence et la passion du monarque, la marquise s'est tournée vers des mesures extrêmes et terrifiantes. Elle a cherché de l'aide dans des endroits sombres, sans imaginer que cette décision mènerait à un scandale massif. Sa recherche secrète a découvert des secrets obscurs qui ont mené au procès le plus terrifiant et le plus important de l'histoire de France, tachant pour toujours la réputation de Versailles. À la fin des années 1670, Versailles fut secouée par une enquête massive connue sous le nom de l'affaire des poisons. L'une des figures centrales était une devineresse surnommée la Voisin. Sous la pression des enquêteurs, elle et ses complices ont révélé des détails terrifiants sur la vie de l'élite du palais. Il s'est avéré que parmi ses clientes régulières se trouvait Athénaïs elle-même. La marquise était accusée d'acheter d'étranges potions pour garder l'intérêt du roi. Des rumeurs encore plus sombres circulaient sur des rituels secrets et des messes noires. La hija de la Voisin testificó más tarde que la favorita, en un arranque de desesperación, encargaba incluso sustancias peligrosas. Supuestamente planeaba la eliminación de nuevas y jóvenes rivales e incluso tramaba algo malo contra el propio gobernante en caso de que éste decidiera abandonarla definitivamente. Para Luis XIV, que se consideraba la encarnación del poder divino, estas revelaciones fueron un verdadero golpe. Aunque no hubo pruebas directas suficientes de su participación en los ritos más atroces, la reputación de Athénaïs fue destruida. La confiance du roi s'est transformée en un froid glacial et un dégoût profond. Il ne la voyait plus comme une beauté divine. Il voyait une femme prête à tout pour garder son pouvoir. Le roi Soleil ne pouvait pas pardonner même un soupçon de lien avec l'occulte, et la cage dorée d'Athénaïs à Versailles fut fermée pour toujours. Son temps était fini, et l'éclat et le luxe furent remplacés par le silence des murs d'un couvent. Elle fut lentement mais complètement poussée hors du cœur du roi par la même gouvernante modeste qui était maintenant devenue son seul soutien. En el año 1691, Athénaïs abandonó definitivamente la corte. Siguió el ejemplo de su antigua rival y buscó consuelo en el silencio de los muros de un convento. Los últimos años de su camino terrenal estuvieron llenos de un severo arrepentimiento e incluso de penitencia física. La antigua diosa de Versalles, acostumbrada a las sedas y los diamantes, vivía ahora con el miedo constante al final y al juicio supremo. Terminó su largo viaje a la edad de 66 años, encontrándose en total soledad. La réaction de Louis XIV à la nouvelle de son décès fut froide et sans cœur. Il a officiellement interdit à leurs enfants de porter le deuil ou de pleurer ouvertement leur mère. À ce moment-là, le roi était sous l'influence totale de Madame de Maintenon, qui était devenue son épouse secrète
et le visage d'une nouvelle ère bien plus stricte. Une beauté éclatante, un esprit vif et une grande éducation n'ont pas sauvé Athénaïs d'une fin amère et solitaire. Sa vie montre que même l'étoile la plus brillante peut s'éteindre si sa lumière est gâchée par un tempérament difficile, une jalousie sans fin et de dangereux secrets. L'histoire nous montre qu'à Versailles, les murs ont des oreilles et de longs souvenirs. Selon vous, quel destin était le plus tragique? Celui de la douce Louise ou celui de la puissante Athénaïs? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En ce moment, 2 autres vidéos sur des femmes incroyables qui ont changé l'histoire sont apparues sur votre écran. Cliquez sur l'une d'elles. Je vous promets qu'elles sont tout aussi dramatiques. C'était Eva Carter. À bientôt dans le passé.